Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule qui vise à corriger le sujet de DNB de centre étranger de juin 2024. Alors avant de commencer la correction, juste quelques précisions rapides. Veillez à bien vérifier le nombre de pages de votre sujet. Ici, il y a une annexe en page 8 sur 8. Elle est à rendre avec la copie. Vous avez également une information ici sur le fait que votre calculatrice est autorisée. Vous avez le nombre d'exercices avec le barème à côté. Enfin, on vous précise que toutes vos réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. Et surtout, pensez à bien justifier vos réponses, puisque même si vous n'arrivez pas au bout d'un exercice, vos raisonnements seront pris en compte pour l'évaluation. Allez, sans plus tarder, on passe à l'exercice numéro 1. Il s'agit d'un QCM. Et pour cet exercice, justement, on ne demandera pas de justifier vos réponses. Il faudra noter sur votre copie le numéro de la question ainsi que la réponse choisie. Enfin, sachez que pour chaque question, on n'attend de vous qu'une seule réponse. Donc on commence par la question numéro 1. On demande à donner l'écriture scientifique du nombre 0,193 x 10 exposant moins 100. Alors on rappelle que l'écriture scientifique d'un nombre, c'est le produit d'un nombre écrit sous forme décimale fois une puissance de 10. Ce nombre sous forme décimale doit être compris entre 1 et 10, donc là c'est pas le cas. Nous allons donc le transformer de manière à ce qu'il ait une partie entière supérieure à 1 et inférieure à 10. Donc nous plaçons la virgule entre le 1 et le 9. Mais là, nous perdons l'égalité du nombre, donc pour la rétablir, c'est comme si on devait décaler la virgule d'un rang vers la gauche pour retomber sur le nombre de départ. Autrement dit, ça revient à multiplier 1,93 par 10 exposant moins 1. Enfin, pour terminer le raisonnement, il suffit de regrouper les deux puissances de 10 en ajoutant les exposants. Moins 1 plus moins 100, ça fait moins 101. Donc la réponse attendue était la réponse numéro 2. Nous passons à la question 2. Lily part en vacances, elle parcourt 480 km en 5h42 minutes. On demande sa vitesse moyenne en km par heure. Donc là, plusieurs façons de répondre à cette question. J'ai choisi de vous montrer avec la formule la vitesse est égale à la distance sur le temps. La distance étant donnée en kilomètres et le temps en heures. Alors là, première chose à faire, c'est de convertir cette durée en heures, puisqu'elle est donnée en heures et minutes. On rappelle que pour convertir des minutes en heures, il suffit de diviser le nombre de minutes par 60. Autrement dit, ça revient à faire le calcul suivant, donc 5 heures plus 42 soixantièmes d'heure. En tapant la calculatrice, 42 soixantièmes c'est 0,7, donc 5 heures plus 0,7 heures, ça fait 5,7 heures. Voilà, nous avons désormais la distance en kilomètres et le temps en heures. Il ne nous reste plus qu'à effectuer la division à la calculatrice. Nous trouvons environ 84,2 km par heure. Donc il s'agit encore une fois de la réponse numéro 2. Donc pour la question 3, Sam fait tourner la roue 6 contre et regarde le nombre désigné par la flèche, qui peut être soit un 1, soit un 2. On admet que chaque secteur a autant de chances d'être désigné, donc on appelle un secteur donc la zone délimitée ici. Le nombre écrit dans un des secteurs a été effacé. Est-il possible d'écrire un nombre dans ce secteur de sorte que la probabilité que la flèche désigne le nombre 2 soit égale à 3/5? Donc, déjà, la première chose à faire, c'est d'être de déterminer le nombre de secteurs total de la roue. Si vous comptez, vous en trouverez 15. La probabilité ici est donnée. La probabilité d'avoir un 2, on souhaite que ce soit 3/5. Ici, nous avons 15 secteurs, donc on va transformer cette fraction de manière à ce qu'il y ait 15 au dénominateur en multipliant le numérateur et le dénominateur par 3, puisque 5 fois 3 donne 15, et donc au numérateur, 3 fois 3 donne 9. Donc pour avoir cette probabilité de 3/5, il faudrait qu'on ait 9 secteurs sur 15 qui soient des 2. Or actuellement, nous avons 8 secteurs comportant le chiffre 2, donc il faut rajouter un 9e secteur. Autrement dit, nous attendons la réponse 2. Oui, on peut obtenir 3/5 en écrivant le nombre 2. Nous passons à la question 4. On considère la liste de nombres suivante. Pour cette liste de nombres, que représente le nombre 5? Donc on nous propose 3 indicateurs statistiques, la médiane, l'étendue, la moyenne, ou aucun des 3. Alors, on va commencer par le plus simple, l'étendue. On rappelle que l'étendue, c'est la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite de la série. Ici, c'est 17 et 1.
Donc on trouve 16, on ne trouve pas 5, donc il ne s'agit pas de l'étendue. Nous passons ensuite à la médiane. Alors pour déterminer une médiane, il faut ranger les nombres dans l'ordre croissant ou décroissant. Ici j'ai choisi de le mettre dans l'ordre croissant. Et vu qu'il y a 7 valeurs, on peut effectuer 2 groupes de 3 valeurs. D'un côté les 3 valeurs les plus petites, de l'autre les 3 valeurs les plus grandes. Et la médiane c'est la valeur centrale, ici le 10. Donc ça ne peut pas être également la médiane. On termine avec la moyenne. Donc pour calculer la moyenne, il suffit d'ajouter toutes les valeurs et de diviser par le nombre total de valeurs, c'est-à-dire 7. Et à la calculatrice, nous trouvons ici environ 8. Donc il ne s'agit pas non plus de la moyenne. Autrement dit, ici, il fallait répondre rien de particulier. Enfin, nous passons à la question 5. Léa achète un vélo électrique. Pour le réserver, elle paye 1/5 du prix au magasin. Le magasin lui propose de payer le reste en 3 paiements d'un même montant. Quelle fraction du prix du vélo représente l'un de ces 3 paiements? Donc j'ai choisi d'y répondre en représentant la situation. Ce rectangle étant le prix du vélo électrique que Léa doit acheter. Léa doit payer 1/5 du prix pour le réserver. Donc étant donné que nous avons ici 5 colonnes, on va représenter par une colonne sur les 5 qui correspond à la réservation. Ensuite, on précise que le magasin propose d'étaler le paiement restant en trois paiements. Donc là, on va le représenter par les lignes. Première ligne correspondant au premier paiement, deuxième ligne au deuxième paiement, et enfin la troisième ligne au troisième paiement. Enfin, la question qui est posée, c'est on veut savoir quelle fraction du prix du vélo total représente un de ces 3 paiements, par exemple le premier paiement. On voit ici qu'il y a 4 carrés qui représentent le premier paiement sur un total de 15 carrés. Donc on peut dire que la fraction qui représente un des 3 paiements, c'est 4 sur 15. Nous passons désormais à l'exercice 2, un exercice sur 20 points. Un entraîneur de sport prépare 2 circuits d'entraînement contenant plusieurs exercices de cardio et de renforcement musculaire. Un circuit commence à l'exercice 1 et se termine en revenant à l'exercice 1. Le circuit 1 contient donc 5 exercices. Chaque exercice dure 40 secondes et doit être suivi de 16 secondes de repos, permettant de se rendre à l'exercice suivant. Le circuit 2 contient lui 10 exercices. Chaque exercice dure 30 secondes et doit être suivi de 5 secondes de repos pour aller à l'exercice suivant. Première question, montrer que le circuit 1 s'effectue en 280 secondes et le circuit 2 s'effectue en 360 secondes. Alors, le circuit 1, on a vu qu'il y avait 40 secondes par exercice, plus 16 secondes pour se reposer entre chaque exercice. Donc il suffit d'ajouter le temps pour effectuer un exercice plus le temps de repos, et ça 5 fois puisqu'il y a 5 exercices, donc on multiplie ce résultat par 5. Nous trouvons 280, ce qu'il fallait donc démontrer. Et pour le circuit numéro 2, il y a 30 secondes par exercice plus 5 secondes de repos pour chaque exercice. Ceci à multiplier par 10 puisqu'il y a 10 exercices. Et nous trouvons 350 secondes. Donc nous avons bien vérifié les 2 données de la question 1. On n'oublie pas de conclure évidemment par une phrase-réponse la question. On passe à la question 2. Donner la décomposition en produits de facteurs premiers de 280 et de 360 secondes. Alors 280, on peut utiliser la méthode où on va lister les diviseurs premiers en commençant par 2. Donc c'est bien divisible par 2 parce que c'est 2 fois 140. C'est encore divisible par 2 puisque c'est 2 fois 70. On peut encore le simplifier par 2, le diviser par 2 en 2 fois 35. 35 n'est ni dans la table de 2 ni dans la table de 3, donc on passe au nombre premier 5. C'est 5 fois 7. Et 7, il s'agit d'un nombre premier, donc il est divisible que par 1 et par lui-même. Nous avons donc trouvé la décomposition de 280 en 2 fois 2 fois 2, donc 2 au cube, fois 5, fois 7. On fait la même chose pour 350, donc il est dans la table de 2, c'est 2 fois 175. 175 est pas dans la table de 2 ni de 3, donc on passe directement à 5. 35, c'est également dans la table de 5, c'est 5 fois 7, et 7, il s'agit d'un nombre premier. Donc pour la décomposition de 350, c'est 2 fois 5 au carré fois 7. Question 3. Une séance d'entraînement est constituée de plusieurs tours du même circuit. Au coup de sifflet de l'entraîneur, Camille commence une séance d'entraînement sur le circuit 1 et Dominique sur le circuit 2.
explique pourquoi, lorsque 2800 secondes se sont écoulées à partir du coup de sifflet, Camille se trouve de nouveau au départ du circuit. Donc, 2800, en fait, quand on le divise par 280, c'est le temps pour effectuer un tour complet du circuit numéro 1, mais on s'aperçoit que ça rentre 10 fois. Ça veut dire que 2800 secondes, finalement, ça correspond à 10 tours du circuit numéro 1. C'est pour ça qu'elle se retrouve au bout de 10 tours, de nouveau à l'exercice numéro 1. Préciser où se trouve Dominique sur le circuit 2. Donc là, pour le circuit 2, on a vu qu'il fallait 350 secondes pour l'effectuer complètement. 2800 divisé par 350, ça rentre 8 fois, exactement 8 fois. Donc ça veut dire qu'elle aura fait 8 tours complets. Au bout de 2800 secondes, elle sera de nouveau à l'exercice numéro 1. Petit b, après le coup de sifflet, combien de temps faut-il à Camille et Dominique pour se retrouver en même temps pour la première fois au départ de leur circuit? Exprimer sa durée en minutes et en secondes. Bon, là, pour répondre à cette question, en fait, on cherche le premier multiple commun de 280 et 350 secondes. On rappelle les deux décompositions qu'on avait trouvées lors de la question précédente. Et on rappelle que pour calculer le PPCM, nous devons prendre pour un nombre premier représenté celui qui possède le plus grand exposant. Donc 2 au cube, 5 au carré et 7. On effectue le produit de ces trois nombres et nous trouvons ici 1400. Ça veut dire qu'il faut 1400 secondes pour que Dominique et Camille se retrouvent pour la première fois au départ. Alors 1400 secondes, on va convertir ceci en minutes et en secondes puisque c'est la réponse attendue pour la question B. 1400, on va diviser par 60, on veut savoir combien de fois 60 secondes dans 1400 secondes. Tout ça pour déterminer le nombre de minutes. Ça rentre 23 fois, 60 fois 23, auquel il faudra rajouter 20. Puisque 1400, c'est 60 fois 23 plus 20 secondes. Autrement dit, il y a 23 minutes pleines plus 20 secondes pour arriver aux 1400 secondes. Ça veut dire qu'ils se retrouveront pour la première fois de nouveau ensemble à l'exercice 1 au bout de 23 minutes et 20 secondes. On passe désormais à l'exercice 3 qui est également sur 20 points. On a ici un programme de calcul qui est schématisé. On nous demande de choisir un nombre de départ, puis de soustraire 2 à ce nombre de départ et d'ajouter 1 à ce nombre de départ, et de multiplier les deux résultats obtenus. Première question, donc dans la partie A, on nous demande de justifier qu'en choisissant le nombre 5, on obtient le résultat 18. Alors, on peut le présenter comme ceci. On choisit le nombre 5. Si on suit la voie de gauche, là, 5 moins 2, ça fait 3. Et la voie de droite, on ajoute 1, donc 5 plus 1, qui donne 6. On multiplie les deux résultats obtenus, 3 fois 6, 18. Le résultat final, c'est bien 18, comme attendu dans la question 1. Question 2. Calculer le résultat final donné par ce programme lorsque le nombre de départ choisi est moins 3,5. Donc là, moi, je vous conseille, quand on a une fraction qui admet une valeur décimale, de l'écrire sous forme décimale ici. Moins 3,5, c'est moins 1,5. Si on lui retire 2, ça fait moins 3,5. Et si on ajoute 1 à moins 1,5, on trouve moins 0,5. Quand on multiplie les deux résultats obtenus, on multiplie deux négatifs, ça donne un positif. Et on rappelle que multiplier par 0,5, c'est pareil que diviser par 2, c'est-à-dire prendre la moitié. On va prendre la moitié de 3,5, c'est-à-dire 1,75. Évidemment, utilisez la calculatrice pour être sûr de vos résultats. Là. On conclut par une phrase réponse. Lorsqu'on choisit moins 1,5 comme nombre de départ, on obtient le résultat 1,75. Question 3. Sur le script donné en annexe, donc là, de suite, on se penche sur l'annexe. Donc l'annexe écrit avec un logiciel de programmation correspond au programme de calcul ci-dessous. Complétez les lignes 3, 4 et 5 pour pouvoir correspondre à ce programme de calcul. Donc là, on a deux variables. Une variable qu'on appelle A. Demande de choisir un nombre, donc ça correspond à cette étape-ci. Et ensuite, là, on doit faire une soustraction. Donc, on va mettre à réponse, donc ce qu'on a tapé sur le clavier, moins 2. Donc ici, on va rentrer le nombre 2. Mettre A à réponse moins 2. B, il va s'agir de la ligne de droite. On va ajouter 1, donc réponse, on va lui ajouter 1. On réécrit la ligne. Mettre B à réponse plus 1. Et la dernière étape, elle consiste à multiplier les deux résultats, c'est-à-dire la variable A
et la variable b. Donc dire a fois b pendant 2 secondes. Tout simplement. On passe à la question B, donc on considère la fonction g qui est définie pour tout nombre x par g de x égale x au carré moins x moins 2. On nous demande de prouver que la forme développée est égale à cette forme factorisée. Bon ben là, on va partir de la forme factorisée, hein, x moins 2 facteur de x plus 1, et on va faire une double distributivité, donc x fois x, ça fait x au carré, x fois plus 1, ça fait donc plus x, moins 2 qu'on distribue à x, moins 2 fois x, moins 2x, enfin moins 2 fois plus 1, un négatif fois un positif, ça donne un négatif, ça donne moins 2. Il ne nous reste plus qu'à rassembler les termes de même famille. Ici, on a le plus x et le moins 2x à rassembler. On obtient moins x, moins 2. Ce qu'il fallait démontrer. Question 2, on nous demande de résoudre l'équation x moins 2 facteur de x plus 1 égale à 0. Nous avons ici une équation produit nul. On rappelle que si un produit de facteurs est nul, c'est que nécessairement c'est au moins un des facteurs qui est égal à 0. Donc c'est soit x moins 2 qui vaut 0, ou x plus 1 qui vaut 0. On a à résoudre deux équations ici du premier degré assez simples. Il suffit pour la première équation d'ajouter 2 dans chaque membre et on obtient x égale 2. Et pour la seconde équation, il suffit de retirer 1 dans chacun des deux membres et on obtient x égale moins 1. Autrement dit, cette équation est vérifiée lorsque x vaut 2 ou x vaut moins 1. On dira que l'équation possède deux solutions, moins 1 et 2. Petit b, en déduire les antécédents de 0 par la fonction g. Donc on cherche quelle valeur il faut donner à x pour que les images obtenues soient 0. On a vu à la question 1 que la forme factorisée de la fonction g, ben, c'était x moins 2 facteur de x plus 1. On cherche quand est-ce que cette forme factorisée vaut 0. Ben, on a déjà répondu à la question 2a. Finalement, cela revient à dire que les antécédents de 0 par la fonction g, ben, ce n'est plus ni moins que les solutions que l'on a trouvées à la question précédente. Donc la fonction g admettra comme image 0 lorsque les antécédents sont moins 1 et 2. Question 3. Parmi les trois graphiques ci-dessous, lequel correspond à la représentation graphique de la fonction g? Nous avons ici la représentation de deux fonctions affines. On rappelle que les fonctions affines sont de la forme ax plus b. Or, la fonction g, ici, c'est une fonction qui n'est pas de la forme ax plus b, donc ce n'est pas une fonction affine. Elle ne peut donc pas être représentée par deux droites. On élimine le graphique 1 et le graphique 2. Ça ne peut être que le graphique 3. On n'attendait pas de justification, donc la réponse attendue, vous pouvez juste faire une phrase, que c'est le graphique numéro 3. Question 4. Quel nombre doit-on choisir comme nombre de départ pour que le programme de calcul donne 0 comme résultat final? Bon, on a déjà répondu à cette question lors de la question 2. Là, graphiquement, on va le vérifier. Quand je suis à l'image 0, on a effectivement deux antécédents, l'antécédent moins 1 et l'antécédent 2. Il ne nous reste plus qu'à refaire une phrase. Il faut choisir soit le nombre moins 1 ou le nombre 2 pour que le programme de calcul donne 0. Donc là, on y a répondu graphiquement. On retrouve les mêmes résultats qu'à la question 2. On passe à l'exercice numéro 4. Nous avons ici un exercice de géométrie sur 16 points. On nous donne les hypothèses, donc avec des alignements de pointes, des droites parallèles et des informations sur des mesures de côté. Donc première question, on nous demande de démontrer que le triangle ABE est rectangle. Nous avons ici les trois longueurs qui sont données. Donc on va utiliser a priori la réciproque du théorème de Pythagore. Dans un premier temps, on repère le plus long côté. Alors pourquoi on repère le plus long côté? Parce que c'est si le triangle est rectangle, c'est lui qui sera l'hypoténuse. C'est lui qu'on va calculer tout seul au carré. Et on effectue la somme des deux autres côtés au carré. Alors on commence par AB. Donc AB mesure 5,5. 5,5 au carré, ça donne 30,25. On fait la somme des deux autres côtés au carré, 4,4 et 3,3 au carré. On tape tout ça à la calculatrice et on trouve également 30,25. Donc on va faire un constat. On constate que le plus long côté au carré est égal à la somme des deux plus petits côtés au carré. On utilise du coup la réciproque du théorème de Pythagore.
pour dire que le triangle est rectangle. Alors il est rectangle à l'opposé du plus long côté, c'est-à-dire qu'il est rectangle en E. Question B, on nous demande maintenant de déterminer la mesure de l'angle ABE qui se trouve ici. Alors on connaît les trois côtés, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser n'importe laquelle des trois formules trigonométriques. Étant donné que le triangle est rectangle, on peut déjà dire qu'on cherche à calculer l'angle de sommet B. Moi j'ai choisi d'utiliser le côté EB qui mesure 3,3 cm, qui est ici le côté adjacent, c'est celui qui est en contact avec l'angle droit et l'angle de sommet B. Et le côté AB qui mesure 5,5 qui est l'hypoténuse. La formule qui met en relation le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est un cosinus. Autrement dit, cosinus de l'angle de sommet B, c'est égal au côté adjacent EB divisé par l'hypoténuse AB. On remplace par les données de l'énoncé, 3,3 sur 5,5. Pour déterminer la mesure de l'angle ABE, on va faire un arc cosinus sur la calculatrice. Arc cosinus de 3,3 divisé par 5,5. On trouve environ 53 degrés. On nous demande ici d'arrondir au degré près. Question 3. Calculer la longueur du côté FD. Donc là, on change de triangle. A priori, on va utiliser cette fois-ci le théorème de Thalès. Alors, on rappelle que pour utiliser le théorème de Thalès, il faut avoir des points alignés ou des triangles imbriqués. Donc ici, on a le triangle ABE et le triangle FED qui sont emboîtés. On a également des côtés qui sont parallèles, hein, c'est dit dans l'énoncé. Du coup, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès qui dit que il y a trois rapports qui sont égaux. Alors un conseil pour pas se tromper dans l'écriture des rapports, on commence par mettre le point commun aux deux triangles dans les deux premiers rapports au numérateur et au dénominateur. Puis ensuite on choisit un côté, donc d'abord on se dirige vers le point A, puis vers le point F, donc EA sur EF. On se dirige ensuite sur l'autre côté vers B, puis vers D, donc EB sur ED. Et on termine en cachant le point commun. Il reste au numérateur les lettres AB et au dénominateur les lettres FD. Voilà donc l'écriture des trois rapports de Thalès écrits correctement. On remplace par les données de l'énoncé, donc EA qui mesure 4,4, EF qui mesure, on ne sait pas, EB qui mesure 3,3, ED on l'ignore. Par contre, ED, c'est la somme de EB et de BD. Autrement dit, on va ajouter 3,3 et 6,6. AB, c'est 5,5. Et enfin, FD, c'est ce qu'on cherche à calculer. Pour calculer FD, on va faire la règle de 3 avec ces deux rapports-là. Donc FD égale 5,5 fois 9,9, puisque 3,3 plus 6,6 est égal à 9,9. Et on divise par la troisième valeur, 3,3. On trouve 16,5, 16,5 cm. Enfin, question 4, petite erreur ici, question 4. Une homothétie de centre E transforme le triangle EAB en le triangle EFD. Donc on part du petit triangle vers le grand triangle. Il s'agit ici d'un agrandissement. Quel est le rapport de cette homothétie? Alors le rapport de l'homothétie, là ici on ne vous demande pas de justification, mais je vais vous rappeler quand même comment on l'obtient. En faisant le rapport de la longueur finale divisé par la longueur initiale. Ici le rapport il est positif, puisque la figure initiale et son image sont du même côté par rapport au centre de l'homothétie E. Donc là, on va prendre deux longueurs qui se correspondent. La longueur finale, on va prendre par exemple ED, qui mesure 9,9, divisé par la longueur initiale, EB, qui mesure 3,3. Donc on fait le rapport d'une longueur finale divisée par une longueur initiale. Ici, on trouve 3. Autrement dit, les longueurs du grand triangle sont 3 fois plus grandes que les longueurs du petit triangle. Enfin, on termine avec l'exercice numéro 5. On nous précise, donc Jacques il est sur 24 points, et qu'il possède deux parties indépendantes. Ça veut dire que si on n'arrive pas à faire la partie A, on peut malgré tout se concentrer sur la partie B. Donc Léo veut fabriquer un chapeau en forme de cône pour se déguiser en sorcier lors de la fête d'Halloween. Voici la représentation de ce chapeau en perspective cavalière. Le rayon OM mesure 9 cm et la hauteur OS mesure 30 cm. Démontrer que la longueur MS arrondie au dixième de centimètre est de 31,3 cm.
Donc on est ici en situation d'avoir un triangle rectangle dont on connaît deux côtés. Donc réflexe, quand on dans un triangle rectangle on connaît deux côtés, on va utiliser le théorème de Pythagore. On rappelle que dans le on sait que, on nomme le triangle dans lequel on travaille et en quel point il y a l'angle droit. D'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré SM. SM au carré est égal à OS au carré plus OM au carré. On remplace par les données de l'énoncé, donc 30 pour la hauteur et 9 pour le rayon. On calcule tout ça à la calculatrice. Enfin, on rappelle que pour avoir MS sans le carré, on prend la racine carrée de 981. On trouve environ 31,3 cm après l'avoir tapé à la calculatrice. Donc, ce qui confirme ce qu'on devait démontrer. Deuxième question, Léon souhaite vérifier que le chapeau sera adapté à son tour de tête qui mesure 56 cm. Les dimensions choisies pour concevoir le chapeau sont-elles adaptées au tour de tête de Léo? Donc en fait là, nous ce qu'on veut c'est calculer la circonférence du cercle, le périmètre du cercle également. Ici on va se servir de la formule. On rappelle que pour calculer le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. Le rayon ici, il mesure 9, donc 2 fois pi fois 9. La valeur exacte, c'est 2 fois 9, 18, 18 pi, et la valeur approchée, c'est 56,5 cm. Donc il a un tour de tête de 56 cm, ça s'adapte parfaitement à son tour de tête. Question 3. Léo a représenté ci-contre le patron de son chapeau. Il a reporté les mesures sur la figure. On connaît la mesure de l'arc de cercle m'M, qui est de 56,5 cm. On nous demande de démontrer que la longueur du cercle de centre S et de rayon MS est égale à environ 196,7 cm. Donc là, on se pose la question, si jamais on devait construire le cercle complet, combien mesurerait le périmètre de ce cercle? C'est toujours la même formule, 2 fois pi fois rayon. Simplement, le rayon désormais, c'est 31,3 cm que l'on va considérer. On tape ça à la calculatrice. Et donc, effectivement, le cercle complet, lui, il a un périmètre de 196,7 cm. Pour dessiner en grandeur réelle son chapeau, il a besoin de calculer la mesure de l'angle m'SM, qui est proportionnel à l'arc de cercle. Il décide de représenter cette situation dans un tableau de proportionnalité qui est donné en annexe. Voici ce tableau. On nous demande d'abord dans la question B de placer 196,7 au bon endroit. Donc ici, c'est le périmètre du cercle quand l'angle il mesure 360 degrés, puisque un cercle complet, c'est quand l'angle au centre il mesure 360 degrés. Donc on place ici 196,7 cm. Quand l'angle mesure 360 degrés, l'arc de cercle, lui, c'est-à-dire c'est le cercle complet, mesure 196,7 cm. Mais nous, on cherche quel est l'angle lorsque l'arc de cercle mesure 56,5 cm. Ici, on nous précise que c'est proportionnel, donc il suffit de faire une règle de 3 pour trouver la mesure de l'angle m'SM pour une longueur d'arc de cercle de 56,5. Donc on en fait le calcul suivant. 360 fois 56,5 divisé par 196,7, on obtient environ 103 degrés. Il faut que l'angle ici mesure environ 103 degrés. On passe à la partie B. On rappelle que la hauteur du chapeau, donc, c'est de 30 cm, c'est à cette hauteur-là. Montrer que le volume total du chapeau arrondi au centimètre cube est de 2545 cm3. Et on nous rappelle la formule pour calculer le volume d'un cône de révolution. Donc on va commencer par écrire cette formule. On remplace le rayon par le rayon du cône de révolution, c'est-à-dire 9, et la hauteur par 30. On calcule ceci, on trouve comme valeur exacte 810 pi et comme valeur approchée environ 2545 cm3, ce qui confirme ce qu'on devait trouver à la question 1. Question 2. Léo décide d'utiliser son chapeau pour transporter les bonbons qu'il a récoltés pendant cette fête. En arrivant chez lui, il constate que les bonbons atteignent le milieu de la hauteur. Donc c'est à ce niveau-là. C'est pour ça que on obtient un deuxième cône de révolution de hauteur 15, la moitié de 30. Il estime que sa récolte de bonbons n'a pas été bonne car il pense que le volume occupé, c'est-à-dire l'espace grisé ici, par les bonbons, représente moins de 15%
du volume total de son chapeau. Donc là, en fait, on doit essayer de voir quel est le rapport de réduction sur les volumes, si c'est supérieur ou inférieur à 15%, pour voir si son estimation est correcte. Bon, ben déjà, on va voir le coefficient de réduction sur les hauteurs. Hein. On s'aperçoit que pour passer de 30 à 15, finalement, le coefficient de réduction, il est de moitié, de 1,5, puisque 30, c'est le double de 15, 15 est la moitié de 30. Donc ça veut dire que le rayon a été réduit de moitié, la hauteur a été réduite de moitié. Mais on se souvient que lorsque les longueurs sont réduites de moitié, les volumes sont réduits de k au cube. Donc on va prendre le coefficient de réduction des longueurs, 1,5, et qu'on va mettre au cube. 1,5 au cube, finalement c'est 1,5 fois 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire c'est 1/8. Ça veut dire que le volume du petit cône, il est 8 fois plus petit que le volume du grand cône. Il représente 1/8 du volume du grand cône. Et quand on met ça sous forme de pourcentage, 1/8 c'est 12,5%. Donc en fait, l'espace occupé ici, c'est 12,5% du volume total. Donc son estimation est correcte. Voilà, ainsi s'achève le corrigé du sujet de DNB de centre étranger en juin 2024. N'hésite pas à laisser tes questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. Et je te souhaite bonne chance, bon courage pour ton épreuve dans quelques jours. À bientôt.